Retour dans la semaine de l'Écho. Je suis toujours en compagnie de Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice du PS, Philippe Manière, président de Footprint Consultant, et également Guillaume Gralet, qui est journaliste au Point et à Tech24. L'économie dans la primaire de la gauche. Manuel Valls défend le bilan du gouvernement, mais prône un retour à la défiscalisation des heures supplémentaires et un revenu décent, différent, dit-il, du revenu universel proposé par Benoît Hamon. Arnaud Montebourg met l'accent sur le Made in France. Tous tirent à boulet rouge sur la purge Fillon. Le sérieux budgétaire n'est plus à l'honneur. Alors, quelles politiques économiques? Parce que, bien sûr, il y en a plusieurs à gauche. Quelques réactions et on se retrouve ensuite. Une gauche qui, pour gouverner, croit qu'elle doit devoir adopter les postures quand ce n'est pas malheureusement davantage de la droite. Je refuse cette vaste purge que nous prépare François Fillon. Réduction drastique du nombre de fonctionnaires et donc moins de services publics. Le programme de la droite, c'est punir les Français. Il y aura 3 candidats à gauche. Voilà. Et dans le système de scrutin à 2 tours qu'est le nôtre, 3 candidats à gauche, c'est quand même pour la gauche une sacrée menace de ne pas être au second tour. On ne peut pas se fier à ce qui est dit dans ces débats sur les primaires, puisqu'on sait que c'est un débat qui est fait pour convaincre une partie des Français. Mais je dis que bon sang, les amis, regardez le moment où nous sommes. Il y a une catastrophe écologique qui est urgente depuis 30 ans. On a besoin d'une transition écologique urgente. On a un système économique qui est fou, qui tue les gens dans nos entreprises. On a une Europe qui va à volo, qui est condamnée à l'explosion. Jacques Généreux, c'est l'économiste de Jean-Luc Mélenchon. Il faut le rappeler. Marie-Noëlle Lienemann, vous étiez candidate. Finalement, vous avez retiré votre candidature à cette primaire. Qui soutenez-vous aujourd'hui? Pour l'instant, je n'ai pas fait de mon choix entre Benoît Hamon et Arnaud Montebourg parce que je souhaitais une candidature unique entre l'ensemble de l'aile gauche. Vous n'avez toujours pas fait votre choix, même pas 3 semaines du... Personnel, j'ai une petite préférence, mais je souhaite garder mon indépendance pour dire à la fois ce que je crois vrai pour le pays et deuxièmement pour leur dire faites attention de ne pas passer votre temps à vous tirer des petits coups de griffe. Qu'est-ce qui les différencie véritablement en économie? Il y a sans doute un peu... Alors, moi, c'est un peu la gauche de la gauche et puis de l'autre côté la gauche plus libérale avec Manuel Valls. Je pense qu'il y a sans doute un désaccord sur la relance. Arnaud Montebourg porte l'idée d'une relance forte, avec de l'investissement public, la relance industrielle et une relance par la vous défendez vous-même d'ailleurs, qui était moi ma truc. A contrario, Benoît Hamon met davantage l'accent sur des évolutions un peu sociétales, accompagnant du revenu universel. Par exemple, le revenu universel. Alors ça peut être la meilleure et la pire des choses. Je pense que les libéraux ont été très pour ça. Non, mais dans ce programme de Benoît Hamon, alors dans ce programme de Benoît, ce que je n'arrive pas bien à voir, c'est l'étape 1 qu'il propose. L'étape 1 qu'il semble proposer, c'est quand même de garantir ce revenu pour une partie pour les jeunes. Moi, je ne suis pas hostile à l'idée que quand les jeunes démarrent dans la vie, ils aient un socle d'autonomie c'est déjà minimum. Fait, ça, il y a une allocation jeune. Oui, mais justement, c'est que des allocations dispersées. Je pense qu'il serait bon de mettre un revenu d'autonomie pour les jeunes. Pourquoi ? Parce que, premièrement, une partie d'entre eux sont obligés de travailler pour être étudiants. Oui, enfin, c'est plus vraiment un revenu universel dans ce cas. Alors, on n'est plus dans l'universalité. Ce que j'allais vous dire, c'est une première étape. Donc, pour ma part, je considère plus urgent de discuter de la question de la relance, parce que là, on retrouve un débat qui traverse le débat économique mondial. Est-ce qu'on est dans une relance de type keynésienne, alors avec plutôt de l'investissement et de la baisse d'impôts quand on est de droite, et plutôt de l'investissement et de la relance pouvoir d'achat-salaire quand on est de gauche? Française, une relance au niveau de la France. Moi, je pense que cette relance, on a des marges en France, et ça doit être un des grands engagements de la France pour une réorientation de la politique européenne. Ça fait partie du programme d'Arnaud Montebourg. Philippe Manière, il y a deux gauches là, parce qu'effectivement, il y a celle plutôt de la relance, la gauche plus à gauche, et puis finalement, Vincent Payon et Manuel Valls, on voit bien qu'ils sont quand même plus libéraux. Il y a au moins deux gauches, parce qu'on a évoqué Macron et Mélenchon en passant. Il y a ces deux gauches hors primaire. Et puis, il y a au moins deux gauches dans la primaire. Mais moi, je trouve que le clivage n'est pas spectaculaire parce que, par définition, et on a vu exactement la même chose à la primaire de la droite, quand vous devez convaincre votre cœur d'électorat, tout le monde converge vers ce que l'électorat veut entendre. Et donc, il y a beaucoup moins de clivage
audible pendant le numéro de claquettes que constitue fatalement ce type de campagne, qu'il n'y en a au fond. C'est-à-dire qu'au fond, je pense que Manuel Valls est beaucoup plus différent de Hamon, par exemple, qu'il ne le paraît quand on l'interviewe à l'occasion d'une campagne pour la primaire. Parce que dans une campagne pour la primaire, par définition, vous voulez faire venir à vous votre camp. Bien sûr. Donc ceux il revient qui sont plus sur les 35 plus centristes ou les plus à droite vus de gauche, forcément, sont obligés de se gauchir un peu. Et à l'arrivée, tout le monde se tasse un peu, se rencogne vers la gauche de la gauche, parce que c'est une primaire de gauche, ne l'oublions pas. Donc oui, il y a plusieurs gauches, mais je trouve que ça n'apparaît pas vraiment. Et tout ce que j'ai entendu à cette primaire de la gauche est très à gauche, y compris dans la bouche des candidats qui sont censément les moins à gauche de la gauche, comme par exemple... Et le revenu universel, alors, qui était justement, comme disait Marie-Noëlle Lienemann, une idée libérale au départ. C'est compliqué, parce que c'est une idée qui a des origines d'extrême gauche, des racines d'extrême gauche, et Gorz, la fin du travail, et puis Gorz, et puis en même temps Milton Friedman, si vous voulez. Aujourd'hui, elle est défendue par Benoît Hamon. Oui, alors ça coûte 300 milliards d'euros. Voilà, alors il y a deux très vite, parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait parler une dizaine d'heures sans l'épuiser. Mais qu'on en parle en France, pays qui est quand même très fortement ruiné, à mon avis, n'est pas très raisonnable, parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc je pense qu'on ferait mieux de garder ce sujet, fut-il passionnant, pour quand on aura réussi à revenir à meilleure fortune. 2, sur le fond, moi j'y suis relativement favorable, et à une condition, c'est que ce soit un vrai revenu universel, cumulable avec les revenus du travail, évidemment, parce que c'est le problème de toutes les allocations qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elles viennent en substitution et donc elles désincitent au retour au travail. Oui, mais le problème, c'est que moi j'entends dans la bouche de beaucoup de gens qui les défendent, je crois d'ailleurs que c'est le cas de Benoît Hamon sous réserve de vérification, que ça viendrait s'ajouter aux allocations existantes. Donc le revenu universel, si on le mettait en œuvre, il faudrait d'abord beaucoup d'argent, mon premier point, et deuxième point, il faudrait évidemment immédiatement abolir toutes les allocations conditionnelles, toutes sauf celles qui sont fondées par logement. Si vous enlevez l'allocation logement, il faut enlever l'allocation logement. Vous allez arriver avec un revenu universel qui sera tellement faible que vous ne pourrez même plus vivre un minimum avec. Non, parce que le problème, on met à quel niveau, elles augmentent les prix. Ça solvabilise la demande. Et donc, vous le savez mieux que personne. Vous êtes spécialiste de logement, Marie-Noëlle Lienemann. Le bailleur se met l'essentiel des aides dans la poche. C'est l'histoire des aides au logement depuis 25 ans. Je suis d'accord sur l'idée que simplement vous les enlevez, ça ne va pas baisser les prix. Alors, il faut attendre un peu et ça baissera. Mais non, mais il faut attendre beaucoup. Mais pendant ce temps-là, les gens, il faut qu'ils mangent. Voilà. Ça baissera très vite. Mais vous avez raison, il faut pourvoir certainement. On passe bientôt au CES avec Guillaume, mais d'abord Marie-Noëlle Lienemann. Donc justement, il faut naviguer entre le radicalisme de Jean-Luc Mélenchon et puis le réformisme finalement de Emmanuel Macron. Ça quand même, ça devient difficile. Comment se distinguer ? Politiquement, nous sommes dans une situation d'une extrême confusion dans laquelle le Parti socialiste a trouvé le moyen de se mettre. Et que la politique de François Hollande, il faut bien le dire, nous a mis dans ce cas historique que nous connaissons bien, c'est-à-dire de creuser un tel fossé entre différents courants de gauche que des synthèses deviennent de plus en plus difficiles. C'est François Hollande qui est responsable. Je pense qu'il est doublement responsable. Il est responsable, comme premier secrétaire du Parti socialiste, d'avoir laissé ce parti s'assécher et de ne plus être le lieu où la société de gauche, puisqu'on est un parti de gauche, trouvait les moyens d'avoir en son sein les débats pour retrouver des nouveaux compromis, parce qu'un parti, c'est pas fait pour avoir j'ai la juste ligne. On crée des compromis de société qui mettent en mouvement... L'homme du compromis, c'est tout de même François Hollande. Mais non, parce que c'est du compromis politique. L'homme des équilibres. C'est du compromis politique. Moi, je parle d'un compromis social. Comment on a laissé les couches populaires de ce pays partir massivement vers le Front National. C'est pas nouveau, ça. Et oui, mais d'accord, mais ça date quand même. François Hollande était premier secrétaire du PS depuis 1997. Quand François Hollande a pris le parti pour aller dans votre sens, c'était pas un parti de bobos et de fonctionnaires. Et c'était toute la thèse de Terra Nova. C'est de dire, pour moi, c'est le drame de la gauche, c'est le trou d'air. On a mis le trou noir que sont les salariés, les gens qui travaillent de leur travail. Alors, ça peut être des artisans, ça peut être d'autres formes, mais on a fait ce trou noir avec les très pauvres d'un côté et quelque part le revenu universel, si on l'explique mal, il renvoie à cette idée, et de l'autre côté, les gens bien intégrés dans le système, les inclus et tout le Bataclan. D'accord. Donc, moi, je crois que on est dans cette... Alors, comment on en sort ? Moi, je suis convaincue que la primaire, il faut que les gens viennent massivement choisir. Donc déjà, c'est une base. Ça ne nous garantira pas forcément de gagner, mais ça nous permet de repartir sur une base. Peut-être d'être présent au second tour, ce qui n'est pas sûr. Mais bon, Guillaume Gralet, il y a un sujet en tout cas qui a l'air de réconcilier tout le monde, puisque c'est la technologie. 275 jeunes pousses françaises au Consumer Electronic Show. Alors bon, il y avait Michel Sapin, ministre des Finances, Axel Lemaire, bien sûr, puisqu'elle est le numérique, et puis il y avait
François Fillon qui a fait campagne. Ça fait bien, finalement, quand on est un politique aujourd'hui, de s'immerger dans ce monde de la technologie, de quelque part le récupérer un peu. Alors, il y a deux choses. Il y a je trouve un peu un excès de communication en ce moment, je trouve, de la part des politiques, parce qu'on dit qu'on est le deuxième pays. En fait, on est le deuxième pays juste seulement à l'Eureka Park. C'est là uniquement, il y a des startups et on manque de boîtes qui ont grandi. Exactement. On a vu cet été WeSing se faire acheter par Nokia. Donc, tout à l'heure, vous parliez de revenu universel. Ce qui est intéressant, c'est de voir le poids que prend l'intelligence artificielle dans certaines boîtes. On a vu au CES LG qui présentait un robot qui pouvait renseigner... LG, c'est coréen. Coréen, voilà, qui allait renseigner les passagers à l'aéroport de Incheon et qui allait en même temps nettoyer cet aéroport. Donc, il va supprimer 2 emplois. Donc, cette réflexion sur l'intelligence artificielle, elle est assez clé pour savoir de quel revenu on aura plus tard. Mais aucun politique français n'en parle, et je pense que très peu. Alors je trouve que vous êtes dur là. Moi, par exemple, j'ai passé, et je vois Arnaud Montebourg, la même chose, Benoît Hamon, qui sont plus proches de mes idées, mais j'ai pas regardé peut-être assez en détail. On a beaucoup parlé. Et Emmanuel Macron. Personnellement, moi, j'ai travaillé des jours, des heures, et des trucs sur la question du numérique, sur la question à la fois des startups. Pour l'instant, c'est pas tellement au programme, Marie-Noëlle. Attendez, mais parce que la question, donc, moi, par exemple, j'ai proposé un haut commissariat pour le numérique, parce que je pense qu'il ne faut pas se tromper. Il y a dans le numérique, dans la révolution. Il y a un ministre. Non, mais attendez. Pourquoi je vous dis? Parce que le numérique, aujourd'hui, où est-ce qu'on crée le plus d'emplois numériques? C'est dans les grosses boîtes. Les startups, c'est très important. Et le capital, beaucoup de ces startups démarrent avec du capital public. Des pays, bien sûr, les grandes entreprises, RATP, La Poste, etc. Et on a un gros trou, c'est comment on passe à une capitalisation à un niveau supérieur. Oui, alors ça concerne toutes les sociétés, pas seulement les sociétés numériques. C'est des débats, compliqués à mettre dans un débat politique comme ça de grand public. Mais je ne veux pas dire que... Mais ne croyez pas que les politiques n'y réfléchissent pas. Mais oui, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que les politiques, et je ne sais pas de vous que je parle spécifiquement, Marie-Noëlle, mais malgré tout, ils réfléchissent parce que, en fait, ils ne réfléchissent pas assez, et c'est ça qu'ils devraient faire, au problème de l'entreprise en général. Parce qu'effectivement, François Fillon, il n'y a pas Philippe, parce qu'il nous reste plus beaucoup de... Alors lui, il en a profité pour dire qu'il voulait créer... Il n'y a pas de spécificité autant qu'on le dit dans les entreprises du numérique. Les entreprises françaises, quand elles grossissent, au bout d'un moment, passent sous contrôle étranger, et pas que celle du numérique. Il y a beaucoup de démarrage et il n'y a pas beaucoup de croissance, et pas que dans le numérique. Donc en réalité, mais il y a d'autres sujets dans le numérique, grossissante sur un phénomène plus général. Guillaume Gralet, comment vous expliquez-vous cette espèce d'effervescence des jeunes pousses françaises? Parce que franchement, dans ce fameux forum, il y en avait peut-être 50 il n'y a même pas 4 ans, et aujourd'hui, il y en a 275 quand même. Ouais, non, il y a effectivement un accompagnement public au niveau de l'image. On voyait surtout ça en Israël, etc. avant. Donc là, il y a une création d'un hub aujourd'hui, d'un écosystème. Oui, non. Après, il y a des boîtes qui font n'importe quoi, il faut bien le dire. Mais il y a quand même des boîtes. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'appli. L'appli, du coup, c'est un péteur. Il y a ça aussi. Alors, il y a quand même des belles boîtes, par exemple. Alors, attendez, laissez Guillaume parler. Donc, la belle boîte française, un peu type. Netatmo, par exemple, une entreprise qui fait quand même 150 salariés aujourd'hui, qui bosse, qui a annoncé un partenariat avec Legrand là, il y a 2 jours, et en fait qui va permettre d'avoir des prises, on va pouvoir les commander par la voie, etc. Parce qu'il y a une vraie intégration intéressante de grosses entreprises, petites entreprises. Exactement. Très rapidement sur le financement, je pense qu'il faut que le financement privé vienne prendre le relais parce qu'on ne pourra pas uniquement faire du financement public. Moi, c'est une réflexion de gauche, ça oui, parce que personnellement, je pense que comme j'étais jadis pour des filières industrielles, pas au sens de le Gosplan, mais comment l'écosystème dans un même domaine travaille de manière complémentaire. Donc ça veut dire plus de liberté quelque part quand même. Bien sûr, je pense que les grandes entreprises françaises doivent se sentir en respiration avec ces boîtes. Elles le font parce qu'elles ont peur d'être ubérisées, comme on dit, disruptées, et donc elles achètent, elles coopèrent beaucoup. Je suis d'accord, mais je pense qu'on pourrait le faire plus. Il ne faut pas les tuer non plus. C'est ça tout de même la limite. L'alpha et l'oméga, c'est quand même les licornes. Combien avons-nous de licornes? 2,5, alors qu'il y en a 25 licornes, c'est-à-dire plus d'1 milliard de valorisation. On n'est pas si brillant qu'il semble quand on regarde les reportages. Merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin. On bouge pas mal. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24. Actuel, présenté par Virginie Hertz. Actuel, le magazine de celles qui font la une de l'actualité internationale. Femmes d'influence, militantes des droits humains ou victimes de discrimination. De Paris à New Delhi, de Washington à Tunis, chaque semaine, Actuel met en valeur des femmes qui, au quotidien, s'engagent pour faire bouger un monde largement dominé par les hommes. Actuel, à voir sur France 24 et sur France24.com.